Commence avec Verisure.fr, expert des alarmes télésurveillées. La Tunisie est un pays sûr, surtout après la Révolution. Les gens s'ouvrent de plus en plus au mode de vie occidental. Les Tunisiens adorent boire, adorent sortir, adorent s'éclater. Il n'y a pas plus vivant et plus kiffiste que le Tunisien. J'aime bien aller à l'hôtel, mais moi ça me dérange qu'il y ait des gens qui boivent de l'alcool à côté de moi. Quand il s'agit de notre devoir religieux, on arrête tout pour aller prier. Un côté pour les hommes et l'autre pour les femmes. Il m'a dit, ne parle pas avec moi. Et direct, boum! Il m'a donné un coup de boule dans le nez. Je veux le consulat britannique maintenant. Ce que l'on recherche, ce sont les produits illicites avec lesquels les terroristes peuvent fabriquer les bombes artisanales pour les attentats. C'est trop stylé quand même. Hein. C'est pas trop court pour sortir à Tunis? Non, ça met en valeur le corps de la femme. Les Tunisiennes sont élégantes et elles ont du goût. Voilà le modèle en Burberry. Ce vêtement par exemple, j'en ai trouvé nulle part. Je suis venue de l'autre bout de Tunis pour le dégoter dans ce magasin. On essaie de respecter les consignes du lissage. C'est impossible que beaucoup de gens s'habillent comme ça. Ici, c'est la Tunisie. On est libre. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui est ce soir en Tunisie où la nouvelle saison touristique s'annonce particulièrement difficile. En effet, 2 mois après l'attentat contre le musée du Bardo qui a fait 24 morts dont les 2 terroristes, eh bien les croisiéristes mais aussi les tours opérateurs ont tendance à bouder la destination tunisienne. Pourtant, le tourisme est un secteur important pour cette économie, cette jeune économie et cette jeune démocratie. Alors vous allez voir que les Tunisiens, malgré tout, n'ont pas manqué d'imagination depuis des années maintenant pour élargir cette clientèle internationale. Nos caméras ont pu suivre une saison touristique durant l'été 2014 et vous allez voir qu'un tourisme à l'occidental cohabite avec un nouveau produit, le tourisme 100% halal. Entre développement touristique et menaces terroristes, les nouveaux défis tunisiens, c'est un document signé Malik Aout Aoudia pour Peacock et Enquête exclusive. Soleil, mer bleu turquoise, belle plage de sable blanc. À seulement 2 heures de vol de Paris, la Tunisie est depuis toujours un haut lieu du tourisme en Méditerranée. Mais après la révolution de 2011, les touristes s'étaient fait beaucoup plus rares. Alors pour les faire revenir, le pays déploie aujourd'hui les grands moyens. Impossible d'entrer dans une station balnéaire sans franchir plusieurs barrages de police. À Hammamet, une destination très prisée des Français, les forces de sécurité sont omniprésentes. Dans les véhicules de tourisme, c'est facile de voir ce qui est à l'intérieur. Tout est apparent. En revanche, avec les utilitaires, tout est fermé. C'est pour ça que je dois fouiller le fourgon pour voir s'il cache quelque chose. Les fouilles ont beau être méticuleuses et incessantes, elles ne semblent pas trop déranger les Tunisiens. Tout le monde ici a intégré les impératifs de sécurité. On est content de les voir et on fait tout pour les aider et les encourager si c'est nécessaire. C'est comme ça qu'on doit faire et ça ne nous dérange pas. On est un pays de tourisme et on vit du tourisme. Car la hantise des autorités tunisiennes, c'est qu'un attentat terroriste touche des touristes. Ce que l'on recherche, ce sont les produits illicites avec lesquels les terroristes peuvent fabriquer les bombes artisanales pour les attentats. Toutes les zones touristiques sont donc sous très haute surveillance. Des brigades de police sillonnent les plages toute la journée. Anachi travaille dans la police de Hammamet depuis 30 ans. Cette année, il fait équipe avec Abir, une jeune recrue. Et ensemble, ils ne laissent rien passer. Viens ici. Elle est où la sécurité? On est venu par l'autre côté et il n'y avait personne. L'autre côté n'est pas sécurisé. Normalement, il devrait y en avoir un de chaque côté, surtout en ce moment. Tu sais très bien qu'il peut y avoir des voleurs. Il faut surveiller cette zone.
Les agents de sécurité des hôtels sont connus de nos services. Pour pouvoir travailler comme agent de sécurité, ils doivent être référencés par les services de police et on vérifie qu'ils n'ont pas d'antécédents. Du coup, ce sont nos yeux au niveau des hôtels et des plages. Ils vérifient les sacs, ils protègent les touristes. Comme on vient de le voir, il doit toujours y avoir un agent pour informer la police en cas de souci. Pour travailler au contact des touristes, il faut donc être habilité. Sur toute la plage, de nombreux informateurs renseignent les policiers. Et ici, l'objectif, c'est tolérance zéro. Abir n'hésite pas ainsi à aller fouiller les sacs jusque sur les plages privées des hôtels. Et apparemment, les touristes ne disent rien. Si la sécurité est omniprésente en Tunisie, c'est parce que l'industrie touristique est stratégique. Elle représente presque 10% des richesses du pays. En 2010, juste avant la chute de Ben Ali, 7 millions de touristes avaient visité la Tunisie. 2 ans plus tard, ce nombre chutait de 40%. Une perte sèche pour le pays. Le secteur représente en effet 400 000 emplois directs et 1 million d'emplois indirects. Pourtant, malgré les menaces qui pèsent sur le pays, les hôtels et les clubs de Hammamet affichaient presque tous complets l'été dernier. Maxime et Pierre ont choisi le club Palm Beach de Hammamet pour leurs vacances. Pour ce séjour en all inclusive, ils ont payé chacun, voyage compris, 750 € pour la semaine. Une bouchée de pain pour un 4 étoiles en haute saison. Pendant tout le séjour, ils devront porter ce bracelet, le précieux sésame qui donne droit aux 3 repas et à toutes les boissons en illimité. Ce matin, Maxime et Pierre étaient encore sous la pluie en Bretagne. Le dépaysement est donc assuré. Ça vous plaît la vue? Ouais, super. Super. Sur le Dard, la mer. Après un réveil tardif, le groupe de Bretons profite des avantages du bar de la piscine où, grâce à leur bracelet, les boissons alcoolisées sont servies à discrétion. Vous en servez beaucoup par jour de la bière? Beaucoup de bière, tout le monde veut de la bière. Par plus de 40 degrés à l'ombre, la bière coule à flot. C'est pour ça qu'on est venu, quoi. On n'a pas besoin de sortir d'argent, donc c'est idéal. Ce club accueille en permanence 500 clients d'une trentaine de nationalités différentes. Pendant tout l'été, 250 salariés s'affairent pour les satisfaire. Ici, le tourisme low cost ne peut pas rimer avec prestations bas de gamme. Le club doit en permanence améliorer la qualité du service pour continuer d'attirer des touristes de plus en plus exigeants. Fouzi, le directeur de l'établissement, veille à ce que rien ne puisse perturber le confort des vacanciers. Pour cela, tous les détails comptent. Regarde là, il y a une cigarette. Là, le mégot. Il faut que tu l'enlèves. Il ne faut rien laisser, tout doit être propre. En allemand, en français, en russe, en italien ou en anglais, Fouzi a toujours un petit mot pour les vacanciers. Comme pour le tourisme en Tunisie, la clientèle du club Palm Beach a changé. Tous les employés s'adaptent donc à une nouvelle clientèle plus lointaine, où l'actualité tunisienne est beaucoup moins présente qu'en France. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour princesse, comment allez-vous? Il y a encore 4 ans, les vacanciers venaient presque exclusivement de l'Hexagone. Aujourd'hui, les clients français ne sont plus que 20%, à égalité avec les Russes, les Allemands et les Anglais. Pour nous, l'objectif est d'avoir plus de vacanciers du Royaume-Uni dans l'hôtel. En ce moment, nous avons une centaine d'Anglais et l'année prochaine, peut-être 200. C'est la première fois qu'on vient en Tunisie. Première fois, et vous en pensez quoi? C'est vraiment super. Merci. Le tourisme en Tunisie doit donc se réinventer pour être moins dépendant des vacanciers français. Depuis la révolution de 2011, le pays essaie de sortir des sentiers battus de l'industrie du tourisme. À la sortie d'Hammamet, un hôtel qui ressemble à tous les autres clubs de vacances du pays. Sauf que cet établissement-là n'aurait jamais pu exister du temps de Ben Ali.
un hôtel qui propose désormais des vacances présentées comme 100% halal, une grande première en Tunisie. Ne cherchez pas de bikinis échancrés, à l'hôtel Azur Plaza, c'est le burkini qui est à l'honneur. Le burkini, c'est le maillot de bain de la musulmane rigoriste. Quand les femmes jouent au volley, les hommes jouent au water-polo de l'autre côté de la piscine. Il n'y a pas de mur entre les sexes, mais femmes et hommes ne se mélangent pas dans l'eau. On est content. Chacun est libre de choisir la voie qui lui convient. C'est soit notre voie, soit une autre façon de vivre. C'est la première fois qu'on peut vivre tous ensemble comme des Tunisiens. Des Tunisiens qui sont comme moi, je veux dire musulmans. J'aime bien aller à l'hôtel, mais moi ça me dérange qu'il y ait des gens qui boivent de l'alcool à côté de moi. Vous me comprenez? Ils peuvent boire chez eux, il n'y a aucun problème. Mais si je dois aller dans un hôtel pour être à côté d'une personne qui boit devant moi, ça me dérange. Et je préfère alors rester chez moi. Du coup, je ne peux aller nulle part. Et pourquoi je n'aurais pas le droit, moi, de prendre mes enfants et de passer des vacances avec eux? Un club de vacances, même halal, ne serait pas un club de vacances sans la danse des canards. On est très bien ici. Avant, on est obligé d'être avec les femmes en bikini et tout, excusez-moi, mais par exemple, mon mari, ça le dérange de voir ça. C'est pas qu'on n'aime pas les étrangers, mais ça nous dérange un peu. Et puis en plus, on n'avait pas le droit de se mettre dans la piscine avec le voile et tout. Là, on a le droit. L'idée d'un tourisme compatible avec un islam traditionnaliste est venue de Hamadi, un agent de voyage de Sfax, la grande ville conservatrice du sud du pays. Pour que l'établissement soit complètement halal, il a pensé à tout. Dans la religion musulmane, c'est péché pour la femme de dévoiler certaines parties de son corps. Alors, on a réservé un endroit exclusivement fait pour les femmes. Normalement, à cette heure-ci, on ne peut pas entrer ici. Mais comme toutes les femmes sont montées se reposer, j'ai d'abord envoyé une sœur pour vérifier que c'était bien vide, pour qu'on puisse visiter la piscine des femmes. Sinon, en tant qu'homme, on n'aurait pas pu venir. Vous voyez, on a bien pensé à couvrir toutes les vitres. Comme ça, ceux qui sont dehors ne peuvent pas voir les femmes qui sont à l'intérieur. Ici, on a beau être en vacances, il y a des règles à respecter. 5 fois par jour, le muezzin rappelle aux fidèles leurs obligations religieuses. Les piscines se sont vidées, la plupart des clients ont rejoint leur chambre pour faire leurs ablutions. Et pour ceux qui veulent prier en groupe, les cours de tennis ont été transformés en mosquées. Comme vous le voyez, c'est un espace réservé à la prière. On l'a divisé en 2 parties. Un côté pour les hommes et l'autre pour les femmes. On essaye toute la journée d'organiser des activités. Mais quand il s'agit de notre devoir religieux, on arrête tout pour aller prier. Et la prière, cela peut même devenir un argument pour le tourisme. Je suis sûr que cette expérience aura beaucoup de succès sur le plan national et même à l'international. Il y a beaucoup de touristes qui viennent de l'étranger, des pays arabes, de Turquie et même d'Asie, qui demandent à avoir des endroits comme celui-là. C'est une occasion pour les investisseurs de miser. Ils vont réussir et tout le monde sera content. En dehors des voyages religieux à la Mecque, le tourisme halal représente déjà 12,5% du tourisme mondial. En 2012, le chiffre d'affaires s'élevait à 130 milliards de dollars. Il devrait encore doubler d'ici 5 ans. Le tourisme halal est toutefois sous très haute surveillance. De peur qu'il ne se transforme en foyer de radicalisation, la police touristique a interdit toutes les conférences sur l'islam que les organisateurs avaient programmées. Du coup, les vacanciers n'ont le droit le soir qu'à des concerts de chants religieux.
qu'il n'avait pas plu à Hammamet depuis plusieurs mois, dès la première chanson, un orage s'invite à la fête. Mais contrairement à l'Europe, dans un pays de canicule comme la Tunisie, la pluie est vécue plutôt comme une bénédiction. Loué soit le Seigneur, ce que Dieu nous envoie du ciel est béni. À l'époque de l'ancien président Ben Ali, même s'ils étaient tolérés, les hijabs n'étaient pas bien vus. Depuis la Révolution, les Tunisiennes qui souhaitent le porter peuvent se baigner en toute tranquillité. Du coup, sur les plages publiques, voiles et bikinis se mélangent apparemment sans problème. Aujourd'hui, deux Tunisies semblent donc cohabiter. Une traditionnaliste qui reste minoritaire et une très occidentalisée, comme ici, au nord de Tunis, dans la banlieue chic de la Marsa. Voici Koubet Alaoué, le Palais des Vents, une demeure qui appartenait à l'ancien souverain de Tunisie. En 2013, Lofty Hamadi y a ouvert l'un des bars les plus branchés de la capitale. Ici, c'est le Factory. C'est un endroit unique en Tunisie, c'est un héritage patrimonial. Le bâtiment était un ancien palais beylical d'été. En dessous, il y a une piscine naturelle et la femme du bey, ses filles, venaient se baigner en dessous, à l'abri du soleil, mais également à l'abri du regard des gens. Pour satisfaire les clients du Factory, Lotfi veut ce qu'il y a de mieux. Tous les matins, il se rend lui-même au petit marché de la Marsa. Alors là, on fait les courses avec Sadr, qui est l'expert des cocktails en Tunisie. Et donc voilà, on essaie de voir chaque matin à peu près quels sont les fruits de saison qu'on pourra utiliser le soir dans les cocktails. Le secret d'un bon cocktail, si je te dis voilà, il te faut autant de feuilles de menthe, autant de citron, je sais pas quoi, et que tu le fais juste machinalement, tu vas avoir un bon mojito sur 5, sur 10. Par contre, si tu y vas avec du feeling, tu fais de la préparation et tu fais du préliminaire, au final, tu fais l'amour à ton cocktail et tu fais l'amour au client qui est en face de toi, qui est en train de regarder. Donc déjà, le client est déjà à moitié séduit, rien qu'en te voyant le faire avec passion. Et une fois qu'il l'a, c'est la jouissance. Situé dans un quartier chic, le marché de la Marsa propose des produits certes plus chers, mais presque toujours de meilleure qualité que dans les autres marchés de Tunis. Comme tous les gourmets, Lotfi fait toujours un détour par la petite épicerie Tuline, le traiteur le plus couru de Tunis. Combien de tranches on a dit de cochon, oui. La petite épicerie propose, entre autres, des charcuteries 100% pur porc. Depuis toujours, les Tunisiens consomment beaucoup de porc. C'est pas parce qu'ils sont musulmans ou qu'ils ne consomment pas de porc. Lotfi est bien sûr intéressé par les charcuteries de qualité pour enrichir la carte du Factory. C'est bacon que je cherchais parce que on m'a dit qu'il y avait la production locale. C'est ici, hein, mais vous fournissez c'est le bacon pur porc tunisien, quoi. Oui. Il y a beaucoup de produits faits localement. Il y a un élevage de porc près de Sfax, tenu par des Tunisiens, des Juifs tunisiens. Ça veut dire que des Juifs font du porc caché en Tunisie ? Je sais pas s'il est cachère, mais en tout cas, ils font du porc. Surprenante Tunisie, où des Juifs produisent de la charcuterie de porc consommée dans un pays majoritairement musulman. Et ce n'est pas le seul paradoxe. Depuis la révolution de janvier 2011, la consommation d'alcool, en principe interdite par la religion musulmane, ne cesse d'augmenter. Vous avez une production de vin, ce breuvage noble, et vous avez également des ersatz de vodka, de whisky, de tequila qui sont produits en Tunisie. Donc traditionnellement, c'est toujours arrangé avec le ciel. Et cela arrange bien les affaires de Lotfi. Depuis la révolution de janvier 2011, la consommation d'alcool ne cesse de progresser. Plus de 15% depuis la révolution, et la loi tunisienne continue d'autoriser la production, l'importation, la commercialisation et bien sûr la consommation d'alcool. Ça j'ai une table ? Oui. Vous êtes combien ? On est 4. Ah, il y a cette table-là qui se libère, vous pouvez la côté. Au Factory, les clients, essentiellement jeunes et tunisiens, se côtoient dans une ambiance cosy. Le Intercellé en rosé. Généralement, la nuit en Tunisie, vous avez beaucoup de DJ, de chanteurs, etc. Nous, on a privilégié un cadre un peu plus tranquille, un peu plus lounge, justement. Et pour passer des soirées tranquilles,
Sadri, le barman, a plus d'un tour de magie dans son sac. Voici son Rainbow Shot, un cocktail à base de plusieurs alcools qui change de couleur d'un verre à l'autre. Et à chaque fois, la magie opère. Nous sommes énormément de cocktails, et encore plus depuis la Révolution. C'est pas parce que c'est un pays musulman qu'il y a moins de consommation d'alcool, et d'autant plus qu'après la Révolution et tout, il y a eu beaucoup de problèmes et tout, et bon, écoute, c'est humain hein, pour oublier un petit peu les problèmes et mettre de côté tous les soucis de la journée. Il n'y a pas meilleur que l'alcool pour se distraire, donc les Tunisiens connaissent très très bien ça, quoi. Et comme presque partout en Tunisie, les clients du Factory refusent désormais de céder aux menaces des islamistes. Je bois et je les emmerde. Excusez-moi pour le mot. Hein. Je vis ma vie. Hein. Je pense pas qu'on peut interdire l'alcool en Tunisie. Chacun est libre, chacun a ses convictions. Voilà. Dans une Tunisie que beaucoup pensaient promise aux islamistes, la multinationale Heineken a fait le pari d'investir massivement pour produire de la bière au pays du jasmin. La consommation de bière en Tunisie est très élevée. Elle est d'environ 11 litres par personne et par an. C'est 3 fois plus qu'en Algérie, par exemple, et 4 fois plus qu'au Liban. C'est pour cela que nous sommes ici. Pour nous, la Tunisie est un pays sûr, surtout après la Révolution. Les gens s'ouvrent de plus en plus au mode de vie occidental. Et la marque encourage ça à travers tous les événements que nous soutenons ou organisons en Tunisie. Alors que des entreprises étrangères ont fui le pays, la multinationale hollandaise s'expose. Ce soir au Factory, Heineken organise un tournoi de baby-foot aux couleurs de la marque, où les prix sont remis bien évidemment en liquide. Les vainqueurs remporteront leur âge en litres de bière. Je suis venu par hasard, je n'étais là que pour un quart d'heure. On m'a proposé de venir jouer et on a gagné. Voilà, 21 litres de bière. À Tunis, la jeunesse peut donc le soir s'amuser sans aucun souci. Et c'est la même chose dans toutes les zones touristiques, comme à Hammamet. Le soir, la ville est sous très haute surveillance. Pour y entrer ou aller d'un point à l'autre de la zone touristique, on passe obligatoirement par la case barrage. On venait de dire à ma femme que je me sens en sécurité quand je vois dans chaque rond-point il y a des policiers comme ça et tout. Donc ça fait plaisir. Les forces de sécurité sont omniprésentes. Une brigade de police spéciale est même chargée d'encadrer et de surveiller les activités nocturnes. Pour sécuriser les boîtes de nuit, on commence par faire un tour et observer les clients. On ne parle à personne, on ne dérange personne, on laisse les clients profiter de leur soirée. On a des indicateurs qui nous renseignent sur tout ce qui se passe dans les boîtes. Ils nous préviennent dès qu'ils ont une information précise sur une personne qui voudrait tenter quoi que ce soit. Hamdi a passé des années dans l'antiterrorisme. Les réflexes acquis dans la lutte contre les djihadistes sont précieux pour garantir la sécurité des touristes. L'expérience qu'on a dans ce milieu nous permet de saisir rapidement le profil des personnes qu'on observe. On sent et on sait tout de suite d'où vient une personne, qui elle est, ce qu'elle fait dans la vie. Pendant ces tournées d'inspection, Hamdi doit vérifier à chaque fois si les agents de sécurité des boîtes de nuit font bien leur travail. Il n'hésite pas à mettre la main à la pâte et à fouiller ou refouiller lui-même les sacs. Ce soir, le groupe de Bretons est de sortie. Objectif, découvrir les joies de la nuit à Hammamet. Voir en Tunisie comment ça bouge, voir peut-être une autre ambiance qu'en France. Une façon de s'amuser, quoi. Et puis ça permet de sortir aussi, c'est les vacances, donc... Voilà, de rencontrer du monde. Et pour faire la fête, Maxime et ses amis ont choisi le Pacha, un des hauts lieux de la nuit à Hammamet. La clientèle est à 90% tunisienne et les touristes sont peu nombreux à aller en boîte de nuit pour ne pas dépenser trop d'argent et par crainte des attentats.
Pourtant, l'ambiance est ici survoltée. Et le Pacha, c'est 1500 personnes chaque soir et les meilleurs DJ qui se succèdent pendant tout l'été. Pour avoir droit à une table, il faut prendre une bouteille. Il en coûte 500 dinars tunisiens, l'équivalent de 250 € pour une bouteille de whisky ou de vodka. 500 dinars, c'est aussi l'équivalent du salaire minimum mensuel en Tunisie. Franchement, je pensais pas qu'en Tunisie, il y aurait autant d'ambiance. On s'amuse bien. C'est la fête et on s'amuse. On est venu pour ça aussi. De Bretagne, nos touristes étaient loin d'imaginer une telle ambiance dans une boîte de nuit à Hammamet. Les Tunisiennes sont très charmantes. Vraiment très charmantes. Je pensais que la Tunisie c'était un peu plus strict, on va dire. Et franchement, on voit qu'elles sont quand même libres, elles font un peu ce qu'elles veulent quand même. Ah, même si on sait que c'est quand même un pays musulman. Mais elles aiment bien s'amuser quand même, comme les jeunes qui sont en France. C'est génial quoi. Comme les vacanciers qui font la tournée des boîtes de nuit, Hamdi et ses collègues de la brigade nocturne vont d'une boîte à l'autre pour s'assurer que tout va bien. La nuit, les esprits sont parfois chauds et les choses peuvent très vite dégénérer. Ici, c'est un petit contact entre une voiture et un taxi qui a provoqué la bagarre. Par souci de sécurité, les deux véhicules ne doivent pas rester devant le Calypso, la plus grande boîte de nuit de Hammamet. Les policiers préfèrent donc traiter le différend à l'écart. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je l'ai touché en voiture, il est sorti en m'insultant, il s'est mis à taper dans la voiture alors que j'étais avec ma famille. Est-ce que tu as tes papiers sur toi? Oui, je les ai. Maintenant, tu vas aller au commissariat où ils vont prendre ta déposition. Les deux automobilistes se retrouveront au commissariat et s'expliqueront devant la police. Après les auditions, le procureur décidera des suites à donner. Au même moment, au commissariat, les policiers sont concentrés sur un véhicule recherché qui a été arrêté à un barrage. L'affaire est presque banale. Un groupe de jeunes passablement alcoolisés a agressé verbalement un groupe de femmes. Les victimes sont déjà au commissariat. On avait tellement peur qu'on n'a pas regardé. On s'est mis vite à droite et puis voilà. Et on a vite pris le numéro. Écoute-la, elle pourrait être ta mère. Tu devrais l'écouter. Le véhicule a été arrêté en 10 minutes. L'affaire est prise au sérieux. Agresser des femmes sans défense, a fortiori lorsque l'une d'entre elles est enceinte, n'est jamais bien vu. Il y avait 3 personnes dans le véhicule des agresseurs. Seuls 2 sont au commissariat et bien sûr, ils clament leur innocence. Sur la vie de ma sœur, de ma vie, je n'ai jamais insulté une femme. Qui t'a insulté? Il me faut une 3e personne, le 3e qui était avec vous. Je sais qu'il y avait 3 personnes dans la voiture. Si la police n'en a arrêté que 2, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux voir le 3e. Les policiers sont partis chercher l'agresseur présumé. Il porte un t-shirt rouge. La confrontation sera décisive. C'est toi la 3e personne qui était avec eux? Tu étais à l'avant? Dis la vérité, sois honnête. Oui, j'étais à l'avant. Mon fils, est-ce que c'est toi qui nous as agressés? Sois honnête. Madame, est-ce qu'on peut parler entre nous, en toute honnêteté? Tu frappais comme ça avec ta main. Tu nous insultais, tu blasphémais. C'est vrai, madame. On a fait une bêtise? Non. Je suis désolé. Ne dis pas on a fait. Tu dois dire j'ai fait une bêtise. Tout simplement. J'ai fait une bêtise. Mais pourquoi tu m'as insulté? Vous m'avez stressé. Pardon, mademoiselle. Pourquoi? Madame. Madame. Sous pression depuis l'agression, la confrontation est une épreuve. Les nerfs de la victime craquent. Toi, viens ici, donne-moi tes papiers. Allez. Tu sais, si je porte plainte, je vous gâcherai votre avenir à toi et à tes 2 copains. Je ne suis pas une mauvaise femme, mais je ne veux pas que tu refasses la même chose à d'autres femmes, même avec des hommes. Ne recommence plus. Ce qui est fait, je ne sais pas ce qui m'a pris, vraiment, excusez-moi. Ça vous a soulagé? Je vous demande des excuses. Ah oui, bien sûr, moi j'attendais
j'attendais que ça. Je savais très bien qu'il y avait 3 personnes, j'ai vu que 2, j'attendais absolument le 3e. Je voulais pas que les 2 autres portent chapeau pour rien. L'agresseur et ses 2 amis ont droit à un sermon. S'ils recommencent, ils n'auront sans doute pas la chance de retomber sur une victime aussi compréhensive. Comme dans le monde entier, alcool aidant, les problèmes dégénèrent plus vite en fin de soirée. En prévention, des policiers vont se positionner à la sortie des principales boîtes de nuit. Cela n'empêche pas toujours les vacanciers éméchés d'en venir aux mains. Ce soir, la première bagarre a opposé un habitant de Hammamet à un touriste anglais. J'étais devant ma voiture. Je lui ai dit en anglais, « Est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que tu veux qu'on t'aide en quoi que ce soit ?» Il m'a dit, « Ne parle pas avec moi. » Et direct, boum, il m'a donné un coup de boule dans le nez. Vous voyez ? Je lui ai dit, « Pourquoi tu fais ça ?» Et il m'a tapé en criant, « Waouh, waouh, waouh !» Votre passeport, s'il vous plaît. Votre passeport. Pourquoi devrais-je vous donner mon passeport? Pourquoi devrais-je vous donner mon passeport? Comment? Pour savoir qui vous êtes. Pourquoi devrais-je vous dire qui je suis? Je dois voir votre passeport. Je ne vais pas vous montrer mon passeport. Pourquoi? Pourquoi je devrais? L'agresseur anglais a décidé de ne pas coopérer avec les policiers. Jusqu'au bout de la nuit, il va jouer avec des questions de procédure pour tenter d'impressionner le commissaire de permanence. Je veux le consulat britannique maintenant. Allez, allez. Appelez maintenant. Consulat britannique maintenant. Le consulat britannique maintenant. L'anglais est très agressif. Un policier le sort prendre l'air avant qu'il ne franchisse la ligne rouge. C'est toujours comme ça. Les policiers en ont vu d'autres. Les cris de l'anglais ne les détournent pas de la procédure. Entre 2 auditions, le serveur d'une boîte de nuit vient se plaindre au commissariat. Il a un autre problème. Il a consommé une bouteille de vodka de 150 dinars et ne l'a pas payé. Maintenant, il ne reste plus aux policiers qu'à informer le procureur de la République. On va le mettre en état d'arrestation. Il va être arrêté. L'anglais devra patienter avant d'être envoyé au dépôt de Nabeul, le chef-lieu de la région. D'autres personnes arrivent au commissariat de permanence et il faut traiter toutes les affaires. Entre disputes pour une prostituée, bagarre d'alcooliques, vol de téléphone, perte de papier ou audition de témoins, la routine de la brigade de nuit de Hammamet ressemble à celle de toutes les stations balnéaires de la planète en été. Après une nuit mouvementée à 8 h du matin, l'anglais est le seul prévenu conduit au tribunal de Nabeul. Loin des plages, des bikinis et des boîtes de nuit, nous sommes dans la banlieue sud de Tunis. C'est dans un quartier populaire que vivent Fatma et Émir. Comme tous les salafistes, ils sont très à cheval sur les règles de l'orthodoxie musulmane. Le couple a vécu la révolution comme une véritable libération. À l'époque de Ben Ali, on rêve même pas de sortir comme ça. Vraiment, on a peur. Hein. On a peur de... Lorsqu'on sortait, en fait, il y a la police qui t'arrête tout le temps, comme si on est des criminels, vous voyez. Sous Ben Ali, le gouvernement menait une guerre implacable aux salafistes. Ils étaient tous assimilés à des terroristes. Après la Révolution, le couple a senti grandir le besoin de vêtements religieux. Alors ils ont investi leurs petites économies pour ouvrir au sud de la capitale, dans le quartier populaire de Ben Arous, une boutique entièrement dédiée aux produits islamiques. Les femmes qui portent le niqab sont assurées d'y trouver leur bonheur. Ce vêtement, par exemple, j'en ai trouvé nulle part. Ça fait 2 jours que j'en cherche et je suis venue de l'autre bout de Tunis pour le dégoter dans ce magasin. C'est très difficile pour nous de trouver des vêtements dans ce style. Et dans l'avenir, tu aimerais qu'il y ait plus de magasins dans ce genre? Oui, bien sûr. J'habite dans le nord du pays et j'étudie à Tunis. Dans ma région, il n'y a pas de boutique comme celle-ci. Et si Dieu le veut, il y aura bientôt plein de magasins comme ça dans toute la Tunisie. Fatma et Émir ne se contentent pas de vendre des produits religieux, ils ont aussi créé leur propre ligne de vêtements. Voilà le modèle en Burberry, avec la capuche. Et c'est en fait avec notre marque qui est Muslim Style. C'est une marque qu'on a déposée en fait pour protéger un petit peu les produits.
Vous voyez? Donc nous, on essaie de respecter aussi côté fabrication, vente, les consignes du l'islam. Même on essaie de faire apprendre à notre staff de ne pas mentir aux clients, vous voyez, on essaie d'installer ça pour faire montrer un exemple d'un petit business qui se gère avec les éthiques de l'islam. Et cette éthique n'empêche pas l'efficacité. Grâce à Internet, les ventes par correspondance sont florissantes. Une cinquantaine de colis partent ainsi tous les jours vers la Tunisie, l'Afrique, l'Europe et même les États-Unis. En 2013, une seconde boutique a ouvert en plein centre-ville de la capitale. Grâce au dynamisme d'Emir et Fatma, la marque est sortie des quartiers populaires de la banlieue de Tunis et elle attire même des clientes qui ne sont pas toutes salafistes. Ce magasin propose une gamme complète de produits. Il y a des huiles, du maquillage, des produits cosmétiques, il y a de tout. Et tout est naturel. On a fait même les tabliers pour les sœurs qui sont des médecins ou des infirmières, parce qu'elles portent le gilbeb, c'est vraiment large, donc on a fait des tabliers, c'est spécial pour elles, tu vois. La boutique ne désemplit pas, et ici les femmes ne se sentent ni concernées ni menacées par le défilé de salafistes. Je pense que les gens ne vont pas les suivre dans leur délire. C'est impossible que beaucoup de gens s'habillent comme ça. Toute notre vie, on s'est habillé comme on veut. Et c'est pas maintenant que des gens vont venir changer nos habitudes vestimentaires. Ils ne peuvent pas nous imposer leur façon de s'habiller. Ici, c'est la Tunisie. On n'est pas au Moyen-Orient ou en Arabie Saoudite pour qu'ils nous imposent leur choix. On est libre. Depuis l'indépendance du pays en 1956, les femmes tunisiennes sont considérées comme les plus libres du monde arabe. Les islamistes voulaient remettre en cause leur statut, mais les Tunisiennes ont défendu leurs droits avec force. C'est dans ce contexte que Inde et Cyrine ont lancé Mademoiselle Essie, une marque de prêt-à-porter de luxe qui met particulièrement en valeur la femme. En mai 2014, la marque a même fait sensation lors de la Fashion Week de Tunis. Inde et Cyrine se rendent chaque semaine dans le quartier des tissus du centre-ville de Tunis. Aslama, bonjour, comment allez-vous? Tout va bien, ça va? Vous avez de nouvelles dentelles? On a une fille qui veut faire sa robe de fiançailles chez nous. Et on est en train de voir toutes les dentelles jolies, sympas qu'il peut y avoir pour prendre des échantillons et voir ce qui lui plairait le plus. Blanc cassé et gris, de temps. On a la mode, de temps. Faisons plus de calé, de temps la mode. Ça dépend comment tu le bosses en fait. La Tunisienne a évolué avec les créations des nouvelles stylistes. Maintenant, elle suit la mode. À présent, lorsque la Tunisienne se marie, on trouve des tenues traditionnelles et des vêtements à la dernière mode. Aujourd'hui, tous les styles sont mélangés. Mais ce qui est constant, c'est que les Tunisiennes sont élégantes et qu'elles ont du goût. Ce qui est bien, c'est que la femme tunisienne, elle est vraiment forte de personnalité, donc elle ne va pas changer ni sa manière de s'habiller, ni sa manière de vivre. Même si ce qui se passe, ça se passe dans le monde entier, hein. Je veux dire, les agressions, ça peut se passer en France ou ailleurs, ou aux États-Unis, sauf qu'on n'avait pas l'habitude de ça. On était très, très protégés, c'était un état policier, donc on avait vraiment peur de rien. Donc on vivait un peu dans une bulle. Maintenant, on vit dans la réalité, tout simplement. Inde et Cyrine se sont installés dans les quartiers chics de la banlieue nord de Tunis. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va? Oui. Bonjour, ça va? Ça va. Elles reçoivent les clientes sur rendez-vous dans un appartement transformé en showroom. Bon, écoute. On est en appartement, donc il y a une proximité avec la cliente. Elles se sentent bien chez nous, elles sont bien servies. On est comme chez soi. Chaque cliente qui vient est vraiment satisfaite et nous disent « n'aurait jamais cru qu'il y avait quelque chose comme ça à Tunis ». Et elles sont très contentes et elles repartent toujours en général avec quelque chose. Ça va? Ouais, c'est trop stylé quand même. Hein, elle se va super bien. J'adore la coupe. C'est pas trop court pour sortir à Tunis? Non, c'est pas trop court. Non, faut l'assumer. Ça met en valeur le corps de la femme.
Chez Mademoiselle Essie, chaque pièce est unique. Un détail que les femmes apprécient. À bientôt. À très bientôt. Allez, bonne journée. Salut. La closerie est le lieu préféré des Beautiful People de Tunis. Impossible d'y accéder si son nom n'est pas sur la liste des agents de sécurité. Tout le monde ne peut pas rentrer ici. La sélection est difficile. Presque tous les clients sont des VIP. Un rapide coup d'œil au parking suffit pour s'en convaincre. Entre Lamborghini, Porsche, Aston Martin ou grosse Mercedes, les voitures à plusieurs dizaines de milliers d'euros y sont légion. Même au plus fort des manifestations salafistes, le restaurant était plein à craquer tous les soirs. Vous êtes 3 On est 3. Pour Yasser, le patron, les remous politiques en Tunisie ont malgré tout eu très peu de conséquences sur l'activité de l'établissement. À part certaines périodes de 2-3 jours où il y a eu des couvre-feux il y a très longtemps, où il y a eu des choses assez graves, mais en règle générale, on a toujours très bien travaillé dans la semaine avec la clientèle d'affaires et le week-end avec notre clientèle régulière qui vient toujours pour s'amuser. Les Tunisiens ont toujours aimé faire la fête, on a toujours eu une ambiance de folie en Tunisie, je veux dire, je peux pas comprendre que les gens pensent autre chose, parce que même dans les maisons, chaque jour il y a un mariage dans les rues, dans les quartiers, tous les endroits sont bondés, les Tunisiens adorent boire, adorent sortir, adorent s'éclater, il n'y a pas plus vivant et plus kiffiste que les Tunisiens. Après le dîner, la closerie se transforme progressivement en bar-lounge à ciel ouvert. Les clubbeurs de la closerie vivent presque tous entre la Marsa, Gamart et Carthage, l'équivalent tunisois du Auteuil-Neuilly-Passy parisien. L'ambiance y est, tout le monde s'amuse. Il y a autant de monde toujours dans les soirées. Rien ne change. Venez à Tunis, c'est un merveilleux pays. Visitez la Tunisie, aidez-nous à remettre notre économie en marche. Le principal but qu'on a, c'est de mettre en place une démocratie. On ne peut pas mettre en place une démocratie si vous ne voulez pas nous voir. Voilà. Donc venez nous voir. Donc visitez Tunis. Il y a des histoires de salafistes, des histoires qui sont à côté de la plaque. Il y a des salafistes qui s'expriment et les salafistes qui font du mal, on les combat. Même si elle ne partage pas les problèmes de la majorité des Tunisiens, la jeunesse dorée aspire, comme tous leurs compatriotes, à vivre et si possible à s'amuser, loin de la violence politique. Nous sommes dans le centre du pays, à Kessra, un village berbère éloigné de tout. C'est ici que Lotfi Hamadi, le patron du phare branché de la Marsa, est né et a grandi. Donc ça, c'est ce qui reste des ruines romaines. Alors quand tu grandis dans un village comme ça, tu peux aimer que l'histoire. Poussé par la pauvreté, sa famille a émigré en France quand il avait 5 ans. Bonjour, tu vas bien? Ça va mon fils? Comment vont tes parents? Tout le monde va bien, ils viennent bientôt. Tu les embrasses très fort. Oui, bien sûr. À bientôt. À très vite. Fils de maçon et de femme de ménage, Lotfi ne manque pas une occasion de visiter sa famille. À Kessra, ses tantes continuent de cultiver le cardon, un légume qui a disparu de la cuisine citadine. On le cuisine avec le couscous et la viande. Et alors, est-ce que c'est bon? Oui, c'est délicieux. Rien n'a changé finalement depuis que je suis jeune. C'est toujours le train de vie très très calme. D'ailleurs, le temps ne change rien. C'est exactement les mêmes visages que je voyais quand j'étais enfant, quoi. Avant la Révolution, Lotfi vivait confortablement entre la France et le Canada. Après la chute de Ben Ali, il a tout abandonné pour s'installer en Tunisie et s'engager en faveur des plus démunis. Avant la Révolution, Lotfi vivait confortablement entre la France et le Canada. Après la chute de Ben Ali, il a tout abandonné pour s'installer en Tunisie et s'engager en faveur des plus démunis. Ma motivation, c'est mon vécu. Maintenant, cette vie un peu privilégiée, entre guillemets, que j'ai, c'est parce qu'il y a eu des gens à l'origine qui ont été là au début pour nous aider. Et étant donné que je suis un témoin justement de ce que peut apporter la solidarité,
Je pense que c'est juste normal de rendre l'appareil et d'aider à son tour ceux qui en ont besoin. Avec des amis, Lotfi a créé Wala Wikan, une association qui intervient principalement dans les régions défavorisées de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, il a rendez-vous à Sousse avec Alem, une petite fille de 10 ans atteinte d'une maladie génétique rare. Déjà aveugle d'un œil, elle risquait de perdre son second œil sans une opération urgente, que ses parents au chômage, et donc sans protection sociale, ne pouvaient lui payer. C'est l'association de Lotfi qui a pris en charge l'intervention. Alem va bientôt savoir si la chirurgie a réussi. Alors, est-ce que tu vois ma main? Tu vois ma main? Combien il y a de doigts? 2. Très bien. Impeccable. Le but, c'était d'enlever cet obstacle à la vision et il a été enlevé. D'ici 2-3 jours, la cornée reprend un aspect normal et elle verra, moi je pense, hein, je garde espoir, elle verra beaucoup mieux que maintenant. Et c'était le but. C'est ça ou pas, Alam? Oui. Super. Je me sens très heureuse. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. J'ai l'impression que c'est une nouvelle naissance. Je pensais qu'elle ne reverrait plus. Ouais, je suis ému, quoi. Ça valait le coup. Ça valait le coup. La famille d'Alem vit loin des zones touristiques, à Ain Garci, un village très pauvre du centre du pays. Sans eau courante, les villageois y survivent dans des conditions très précaires. Les laissés pour compte de l'économie tunisienne fondaient beaucoup d'espoir dans la révolution de 2011. Mais pour eux, rien n'a vraiment changé. Allah yahyikum, Allah yahyikum, Allah yahyikum. Alem est accueillie comme une miraculée. La famille était persuadée qu'elle perdrait définitivement la vue. Son courage est sans limite. C'est elle qui réconforte sa famille. Regarde mon œil. Je vais beaucoup mieux, tu vois. Ne sois pas effrayée. Je vois maintenant. Ne t'inquiète pas. Malgré son handicap, Alem a continué d'étudier brillamment. Tu es contente de retrouver ton école? Oui, je suis très contente de retrouver mon école, surtout que c'est ma dernière année de primaire. J'ai réussi mon examen de 6e. Je suis super contente d'intégrer le collège. Tu as réussi? Oui. C'est vrai que tu veux être docteur? Oui. Médecin. Avec l'aide de Dieu. Je veux devenir médecin pour pouvoir me soigner et aussi pour pouvoir à mon tour aider les malades qui sont dans le même état que moi. Elle a compris la leçon de la vie, c'est que si on nous tend la main, il faut tendre sa main après. Elle a tout compris, elle est jeune et elle a tout compris. Le succès de la révolution tunisienne dépendra aussi de sa capacité à répondre aux attentes des plus démunis. Lorsqu'il ne travaille pas pour son association, Lotfi visite en businessman averti les domaines viticoles du pays à la recherche des meilleurs vins pour enrichir la carte du factory. Vous voyez, ça c'est de la Syrah. Il doit y avoir au moins 13,5 à 14 degrés alcool. C'est sûr. C'est le propriétaire du domaine Néferis, Mohamed Ben Cheikh, qui accueille Lotfi et 2 amis français. Vous voyez, on fait des vendanges à la main. On fait attention à la grappe, hein, en la posant, etc. Donc, ouais.
Toute ma vie, j'ai fait ça. Depuis que je suis venue au monde. Mon sang coule dans ces vignes. Les femmes sont payées environ 300 € par mois, un peu plus que le SMIC tunisien. Alors, les vendanges se font à la main, parce que comme nous, on a encore le luxe de pouvoir le faire, vu le coût de la main-d'œuvre, on se permet, pour faire la qualité, de vendanger à la main, tout doucement. À 20 minutes de Tunis, le domaine Néferis s'étend sur 450 hectares. Le domaine a investi plusieurs millions d'euros pour des installations ultra-modernes. Dans une activité où même en Europe les femmes sont rares, l'œnologue du domaine est une jeune Tunisienne formée dans son pays. Alors ici c'est le labo, c'est là où on fait les analyses du vin, là où on déguste et là où on fait tous les assemblages. L'œnologue, c'est l'âme d'un domaine. C'est donc sur le nez de Samia que repose la qualité des vins Néferis. Mon père, il est très fier. Ma mère aussi, après quelques débats au début, parce que la société, je sais pas quoi, donc tout ce discours-là. Les amis aussi. Voilà, j'ai jamais eu de problème, même au niveau professionnel, avec mes collègues, avec les ouvriers. Je ne savais pas que le vin que je dégustais, derrière se cachait un nez, le nez d'une femme. Mais ouais, ça fait plaisir. La visite du domaine ne serait pas complète sans une dégustation. C'est magnifique. Le Célian Réserve 2007, c'est du 100% Carignan. Mes collègues œnologues me taquinent, me disent c'est le plus féminin de tes vins. Il est spectaculaire, c'est un éclat. C'est encore plus doux qu'un baiser, quoi. On voit que les Tunisiens apprécient de plus en plus les vins fins parce que nous, par exemple, au restaurant, au factory, les Tunisiens demandent de plus en plus de carafes, ce qu'on voyait moins avant. Dès l'été 2015, des domaines envisagent de créer la première route des vins en Tunisie. La route des vins, c'est une idée à exploiter aussi bien en Tunisie parce que dans les pays où ça a été fait, par exemple en France, en Italie, en Afrique du Sud, ça attire beaucoup de monde qui ont envie de découvrir. Une nouvelle piste pour attirer des touristes plus fortunés. Ce soir, à Hammamet, les femmes sont sur leur 31 pour aller au Calypso. C'est le lieu où il faut être vu. Cyrine accompagne Ali, son mari, qui organise l'un des concerts événements de l'été en Tunisie. La venue de Ragheb Alama, la star libanaise de la chanson arabe. Ragheb Alama, c'est une star internationale. Toutes les Tunisiennes adorent Ragheb Alama. C'est une grande star ici. Ragheb Alama, c'est l'équivalent pour le monde arabe de Julio Iglesias du temps de sa splendeur. Tous ces concerts sont sponsorisés par une marque anglaise de voitures de luxe. Le chanteur de charme est adulé. Hammamet, c'est le cœur du tourisme en Tunisie. Des gens viennent de France, d'Allemagne, de Londres, de partout pour assister à cette grande fête. Pour la Tunisie, les concerts des grandes stars arabes sont une aubaine de plus pour attirer les touristes, cela malgré les tensions politiques. On n'a jamais arrêté de booker de grands artistes, que ce soit des stars orientales ou des DJ internationaux. Donc on fait notre travail. On espère que les autres acteurs du secteur vont aussi faire le leur et espérer des jours meilleurs pour le pays. Pendant le concert, le champagne coule à flot. Pour Ragheb Alama, le public ne se refuse rien. Et les plus jolies filles de Tunis ont fait le déplacement. Le fait de venir en Tunisie en ce moment, pour moi c'est très important de partager du bonheur, de l'amour et de la joie. Et sincèrement, c'est avec ce genre d'événement qu'on combat le terrorisme. Parce que c'est avec ce genre d'événement qu'on sème la joie, l'amour et la paix.
La joie, l'amour et la paix pour lutter contre le terrorisme, une philosophie que la majorité des Tunisiens partagent. Fin 2014, les islamistes ont perdu les élections. Nous poursuivons notre enquête en Tunisie en nous rendant sur l'île de Djerba. En ce mois de mai 2015, c'est le début de la saison touristique. Les hôtels sont quasi vides, mais les forces de l'ordre bien présentes. Barrage de police, positionnement des forces spéciales, contrôle d'identité, fouille systématique des véhicules. Les grands moyens ont été déployés pour assurer la sécurité d'un pèlerinage. L'un des rares pèlerinages juifs dans un pays musulman. Depuis l'attentat du Bardo, il y a 2 mois à peine, les touristes se méfient de la Tunisie. Djerba est pratiquement désertée, sauf ce week-end, à cause du pèlerinage juif de la Griba. Les mesures de sécurité ont été particulièrement renforcées cette année. De nombreux juifs venus de France, mais aussi d'Europe et d'Israël, ont fait le déplacement. Ils séjournent dans cet hôtel, spécialement ouvert pour l'occasion. Pour se rendre à la synagogue où se déroule le pèlerinage, pas question de prendre le moindre risque. Le trajet se fera en car et sous bonne escorte. Au total, une petite demi-heure de route, sans aucun stop. Les cars sont constamment suivis par des hommes en armes. Aux abords de la synagogue, un hélicoptère patrouille dans le ciel. Des policiers et des tireurs d'élite sont postés sur les toits. Israël a mis en garde la Tunisie contre des projets d'attaque sur son sol. Et la synagogue a déjà été visée par un attentat islamiste d'Al-Qaïda il y a 13 ans. Il avait fait 19 morts. Alors pour les pèlerins, ces mesures de sécurité sont loin d'être excessives. Au contraire, les policiers sont chaleureusement remerciés. On est tous frères. J'espère que tout se passera bien. On peut remercier encore une fois la Tunisie et encore plus fort. Pour les juifs d'origine tunisienne, la synagogue de la Griba est un lieu quasi mythique. C'est la plus ancienne synagogue d'Afrique. Marco, juif parisien né à Tunis et figure incontournable du pèlerinage, va nous y guider. Et là on rentre dans la synagogue, mais là... Elle-même. C'est la D'accord, le synagogue. cœur de la synagogue. Là, alors, c'est marqué ici. Pourquoi, c'est quoi la Griba et tout ça, voilà. Ce lien saint antique et le Griba date de l'an 586 avant l'ère vulgaire. L'ère vulgaire, c'est avant Jésus-Christ en fait. Jésus-Christ, bien sûr. Pour vous, c'est important de maintenir la tradition. Ah, c'est pas important, c'est une obligation. Chaque année, au 33e jour de la Pâque juive, les pèlerins viennent ici se recueillir et implorer la Griba, une figure sainte au pouvoir réputé miraculeux. Et donc là, il faut faire un vœu. Hein. Là, il faut faire un vœu, là. Que Dieu donne vie à papa et maman. C'est ce qu'on souhaite d'office, quoi. C'est ce qu'il y a de vrai, quoi. C'est ce qu'il y a de vrai, hein. Longue vie à papa et maman. Voilà. Selon la tradition, les Juifs adressent leurs vœux à la Griba en inscrivant des messages en hébreu sur des œufs, symbole de fertilité. Ils doivent ensuite les déposer dans cette minuscule cavité. C'est l'endroit le plus sacré de la synagogue. Les mères et les jeunes filles brodent aussi leurs vœux sur de grands foulards. C'est des vœux qu'ils souhaitent à telle personne. Ah oui. Admettons Julie, je souhaite, Santé, voilà. bac. Et le mazal. Mazal, c'est le bonheur. Ah, mazal, et la chance, c'est le bonheur. Voilà. Ah oui, vous êtes sa maman, j'imagine. Voilà, elle n'est pas maman. encore mariée. Non, elle a 17 mais ça va pas ans, du tout. Elle a 17 ans, bah alors. Alors ça, c'est la voisine qui habite, c'est comme ma fille. Sa maman, elle a passé toute la nuit hier soir. Le souhait qu'elle souhaite, on dit amen, qu'elle soit mariée l'année prochaine. Amen. Donc sa maman... Mais vous avez quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans. Et donc vous voulez vous marier dans l'année. Vous avez vu avec qui vous pourriez vous marier déjà ou pas? Justement, j'attends qu'on me l'envoie. On vous envoie quoi? Ah, mon mari. ah oui, qu'on vous l'envoie. Je pense qu'on va aller faire quand même un petit rituel. Un petit rituel. Eh ben, très bien, allons-y. Pardon. صبري
porte chance. Ça porte chance, mais c'est notre bonheur. Mélange de folklore et de spiritualité, le pèlerinage, c'est surtout l'occasion pour les Juifs de se retrouver et de passer du temps ensemble. En Tunisie, la communauté s'est considérablement réduite au fil des années. À peine 1500 Tunisiens de confession juive sur tout le territoire. La plupart vivent ici à Djerba, comme cette femme, la cuisinière en chef. Qu'est-ce que tu as fait à manger aujourd'hui? شنو اللي طيبت اليوم؟ طيبنا Couscous. La bkeila, c'est des épinards. Pardon. couscous poisson. Les boulettes, couscous poisson. Donc c'est de la bkeila. C'est préparé par, c'est fait par madame. des femmes de la communauté juive de Djerba. Ah, c'est du 100% cachère, ça. C'est du 100% cachère. Et alors, c'est compliqué de vivre ici, avec la pression terroriste, avec le risque... Non, c'est pas compliqué. On a vécu toute notre vie avec les musulmans comme les frères. On n'a pas peur d'eux. Par exemple, elle, c'est ma voisine musulmane. On est comme mère et fille, on a toujours bien vécu ensemble, on mange à la même table. Et moi, quand je suis contente, les Juifs sont contents pour moi. Et quand je pleure, ils pleurent avec moi. Allez, ma voisine, donne-moi un baiser. Un message de fraternité et de tolérance, alors que la Tunisie est confrontée à une montée de l'islam radical. Dans ce contexte très sensible, ce pèlerinage dans un pays du Maghreb est un symbole fort pour Gilles, juif tunisien de la Goulette. C'est vrai que les menaces chez nous sont quotidiennes. Il ne se passe pas un jour où un militaire ne se fasse pas attaquer ou tuer, etc. Je crois que les Tunisiens sont un peu épuisés de cette guerre. Et donc, bon, effectivement, la Tunisie a envie de montrer... C'est un signal envoyé aux touristes du monde entier. Vous voyez, même les Juifs, notamment de France, n'ont pas peur de venir ici pour ce pèlerinage. Oui, mais pas seulement donc n'ayez pas peur. Je pense que c'est beaucoup plus large. C'est un message envoyé aux autorités politiques du monde entier. C'est un message envoyé aux touristes, certainement, aux hommes d'affaires qui investissent, à tout ça. Et en tout cas, moi, en tant que juif tunisien, je l'ai reçu, ce message. C'est un vrai symbole politique. Absolument. Et pour la première fois depuis des années, je me sens pleinement citoyen tunisien. J'ai envie de défendre ce pays autant qu'un Français de souche a envie de défendre le Lot-et-Garonne ou... voilà. L'enjeu de ce pèlerinage n'a d'ailleurs pas échappé au gouvernement tunisien, qui souhaite à tout prix rassurer les touristes et les investisseurs. Nous rejetons toutes les formes de fanatisme et d'intolérance. Nous revendiquons la foi en l'avenir. Plusieurs ministres ont fait le déplacement à la Griba, dont Selma Eloumi Rekik, en charge du tourisme. Pourquoi vous avez tenu absolument à être ici aujourd'hui? Bon, c'est important. Après ce qui s'est passé au Bardo, il était important de venir soutenir des Tunisiens qui viennent ici une fois par an pour faire leur pèlerinage. Et la Tunisie a toujours été une terre d'accueil depuis des millénaires, depuis des siècles. Tous ceux qui viennent ici sont les bienvenus, tunisiens. Et notamment aux Juifs franco-tunisiens qui sont venus nombreux aujourd'hui. Chrétiens, musulmans. En l'occurrence, c'est un pèlerinage juif. C'est un pèlerinage juif. En terre d'islam, donc c'est un symbole d'autant plus fort. On a toujours cohabité ensemble depuis des siècles. Ce n'est pas aujourd'hui que les choses vont changer. C'est un pèlerinage qui a été placé sous haute sécurité, oui, avec un hélicoptère, des drones, des policiers déployés un peu partout dans cette ville. Oui. Donc c'est ce message aussi que vous voulez envoyer. C'est très important pour nous, parce que si nous voulons que l'économie redémarre, que les touristes reviennent en Tunisie, il faut sécuriser et redonner confiance aux investisseurs et aux visiteurs de la Tunisie. Et ça passe automatiquement par la sécurité. On voudrait avoir un niveau de sécurité équivalent à celui de la France ou de l'Angleterre ou des États-Unis. Bon, le risque zéro n'existe pas, mais nous faisons tout ce qu'il faut pour que les choses se passent de manière très sûre. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci de cet entretien. Malgré les menaces plus ou moins confuses d'attentats, l'édition 2015 du pèlerinage de la Griba s'est déroulée sans aucun incident. Pourtant, la situation en Tunisie est loin d'être stabilisée. Nous quittons Djerba pour Tunis, la capitale. Depuis la chute du dictateur Ben Ali il y a 4 ans, les mouvements djihadistes ont gagné du terrain dans le pays.
La Tunisie fournit aujourd'hui au groupe terroriste État islamique le premier contingent de combattants étrangers. 3000 Tunisiens seraient partis se battre en Syrie et en Irak. Parmi eux, le frère de Mohamed Akari, alias Djidji Costa, rappeur aux textes engagés. Son frère a été embrigadé dans une mosquée à Tunis avant de partir en Syrie et d'y mourir en novembre dernier. Le jeune homme était fragile, il avait 27 ans. Le lavage de cerveau de mon frère était après le décès de ses deux amis. Donc il était déprimé, il est passé aux mosquées, il passe toute la journée aux mosquées. Et après il est sorti, il est parti en Syrie. Et vous le saviez à l'époque? Vous avez essayé de le sortir de là? Non, on ne pouvait pas, parce que si tu parles avec lui, tu dis « je ne suis pas ton frère, je ne suis pas de cette famille ». Ah, il avait totalement coupé les ponts avec vous? Oui, bien sûr. Surtout avec moi, parce que je suis un rappeur, donc il dit la musique est haram. Pourtant, le frère de Djidji Costa s'est vite aperçu de son erreur. Après un premier séjour en Syrie, il revient écœuré à Tunis et renoue avec ses proches. Il disait je voulais partir pour aider le peuple syrien, mais il a trouvé le contraire. Donc il est revenu, même quand il voit un salafiste dans les télé, il dit voilà, voici les chiens. Qu'est-ce qui fait qu'il est reparti alors? Pour nous protéger, parce qu'on était visés par la police. Ils viennent toujours, tous les nuits ils sont chez nous. Parce qu'à partir du moment où il est revenu, il était donc surveillé par la police, mais vous aussi. Oui. Quelques mois après son retour en Syrie, son frère sera tué dans un bombardement. Depuis, Djidji Costa se bat pour empêcher les jeunes de partir. Et qu'est-ce que vous dites dans vos chansons alors? Je suis anti-jihad. Je dis aux jeunes surtout, faites gaffe de lavage de cerveau. Chacun de nous peut être une victime ils savent comment attaquer, qui attaquer. Donc on ne doit pas minimiser ces salafistes. Ils sont très intelligents. Et vous allez continuer? Bien sûr, bien sûr. J'abandonne jamais. Très bien, bon courage en tout cas pour votre combat. Merci à vous. Merci beaucoup. Un combat contre le fanatisme qui est aussi mené au sein même des mosquées. Nous nous rendons dans la plus célèbre et la plus prestigieuse d'entre elles, la Zitouna, au cœur de la Médina de Tunis. Un sanctuaire millénaire, havre de paix et de spiritualité dans la capitale. Comment allez-vous? Fadel Ben Achour est le président du syndicat des jeunes imams de Tunisie. Figure de l'islam tolérant, il s'élève lui aussi contre l'obscurantisme. Qu'est-ce qui a fait que les théories salafistes ont pu prospérer aujourd'hui en Tunisie, ce qui fait qu'il y a des centaines de jeunes Tunisiens qui vont se battre dans les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak? C'est ce qu'on appelle l'anarchie post-révolutionnaire, avec des mosquées hors de contrôle. Des fausses informations ont circulé, et notamment une définition complètement erronée de la notion de djihad. Aujourd'hui, nous combattons ces personnes-là, les obscurantistes, les chauves-souris de l'obscur. Eux donnent une mauvaise image, une image fausse de l'islam, et prétendent être les uniques gardiens de la foi. Mais l'islam, ce n'est pas cela. C'est le lien sacré qui unit Dieu à chaque fidèle, et ça ne regarde que lui et son âme. Vous accusez le parti islamiste Ennahda, quand il était au pouvoir, au gouvernement, d'avoir laissé prospérer cette idéologie salafiste à travers la Tunisie via les mosquées. Oui, l'anarchie se crée surtout à l'intérieur des mosquées quand il y a un vide. En l'absence de loi et d'un pouvoir gouvernemental consistant. Comment aujourd'hui on combat au sein des mosquées ces mouvements salafistes?
Nous combattons en mettant en avant au maximum notre explication réaliste et moderniste de l'islam. Nous avons construit des écoles en Tunisie, à Kérouan et au Maroc pour l'encadrement et la formation de nos imams. C'est vrai, nos moyens sont faibles, mais nous avons la volonté et si Dieu le veut, la victoire sera pour bientôt. Malgré ces discours volontaristes et l'engagement du gouvernement contre le terrorisme, le tourisme a connu un coup d'arrêt brutal après l'attentat du Bardo il y a 2 mois. Les réservations de vacances des Français ont chuté de 20%. Illustration la plus frappante, à La Goulette, le grand port de Tunis, inauguré en 2010 après 3 années de travaux et 30 millions d'euros d'investissement. Sur ces quais, des paquebots de croisière venus du monde entier venaient faire escale chaque semaine, débarquant des milliers de passagers. Mais aujourd'hui, plus personne. Le port et sa petite galerie commerciale sont déserts. Ça s'est arrêté du jour au lendemain? Ah oui, d'ipso facto, automatiquement, il y a un arrêt total de trafic. Mustapha Jaber est à la tête de Goulet Shipping Cruise, la société qui gérait l'accueil des vacanciers. Parce qu'avant l'attentat du Bardo, il y a 2 mois, il y avait combien de passagers qui débarquaient ici? On recevait 2 navires chaque mercredi, de l'ordre de 6 000 à 7 000 passagers par semaine, en fait. Mais, et aujourd'hui, 0? Aujourd'hui, 0 passagers, 0 escale. Je confirme. Incroyable. Je confirme. Invraisemblable. Et donc les commerçants qui étaient là, plus personne? Plus personne maintenant. Donc, toutes les boutiques sont vides. Tout est vide. Pas de restaurant, plus rien. Mustapha Jaber passe aujourd'hui le plus clair de son temps à tenter de convaincre les croisiéristes de revenir en Tunisie. Mais la méfiance reste grande. Parce que ce sont des emplois qui ont été perdus, non? Beaucoup d'emplois. Il y a l'emploi direct. Il y a combien de personnes qui travaillent ici, sur ce port de la Goulette? Il y a presque 700 à 800 personnes ici, entre les taxistes, les guides, les chauffeurs de bus. Les commerçants? Les restaurateurs, tout ça. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire donc aux touristes français ou européens notamment qui aujourd'hui ne viennent plus? Non, ont peur de venir. Je leur dis que croyez en la Tunisie calme, en la Tunisie qui est terre de fraternité, qu'ils soient les bienvenus et que je les rassure, nous veillerons au grain. D'accord. Et vous pensez qu'ils vont se laisser convaincre? Je l'espère. Ouais. Je l'espère. À travers vous, je l'espère. Très bien, mais je vous souhaite bonne chance. Moi aussi, je vous remercie, c'est très gentil. À très bientôt. Je peux vous embrasser quand même. Bien sûr. S'il vous plaît. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Prochain grand test pour la Tunisie, la saison estivale, avec le retour tant espéré des vacanciers. La Tunisie est l'un des pays qui fournit le plus gros contingent de combattants étrangers à l'État islamique en Syrie et en Irak. Ces dernières années, profitant du vide politique, les groupes salafistes ont pu librement, ou à peu près, prêcher dans les mosquées. La reprise en main récente ne met pas la Tunisie à l'abri d'une autre menace, cette fois à ses frontières, avec l'Algérie et la Libye, où les groupes djihadistes prospèrent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. La semaine prochaine, Enquête exclusive vous dévoile les dessous de la grande traque du cash. En France, l'argent liquide circule de plus en plus et il échappe à tout contrôle. Ce genre de personnes paye tout en liquide. Top action, top action, top action. Le cash, c'est l'argent sale du trafic de drogue. Là, on sait qu'il y a eu un échange de drogue et d'argent. Mais ce n'est pas tout. À la frontière suisse, avec la fin du secret bancaire, les saisies explosent, plus 500% en un an. Certains tentent désormais de rapatrier leur argent en passant entre les mailles du filet. Est-ce que vous avez des sommes d'argent de plus de 10 000 euros? Non, absolument pas. Ok, vous garez sur la droite, on va regarder ce que vous avez. 80 000. Est-ce que cet argent est à vous, madame? Il y a aussi tous les commerçants qui font du black et cachent une partie de leurs recettes au fisc. Les sommes détournées sont colossales, entre 5 et 10 milliards d'euros chaque année. On va dire entre guillemets que c'était un sport national dans certaines professions. La grande traque du cash, c'est dimanche prochain à 22h50 dans Enquête exclusive. Cette émission a été préparée avec Céline Nissoff et Amen Ala Derwish. Réalisation plateau, Étienne Meunier, Stéphane Guffroy et Vincent Defaille. Rédaction en chef d'Enquête exclusive, Jean-Marie Tricot et Bertrand Deveau. Production, Fanny Rosello. Bonne soirée sur M6.
Paris 13e, police des stupes, c'est votre...